à nos amis qui m'entourent si gentiment. Moi, je suis un petit peu extérieure, bien qu'adhérente à 1, 2, 3 Sciences, par conviction que c'est une association merveilleuse et qui met en avant vraiment une véritable et fondamentale éducation scientifique. Je n'ai jamais participé au l'après-midi, je ne fais pas de classe, de toute façon je suis à la retraite, si je l'ai fait autrefois, et je suis philosophe de l'éducation et pédagogue, donc un petit peu à l'extérieur. Du coup, pour faire le rapprochement avec l'éducation nouvelle, qui est l'objet de ma réflexion et d'ouvrage, etc., de ma part, j'ai pris notre invitation que vous avez reçue et qui est très très bien faite. Habituellement, y compris dans une ou plusieurs conversations avec Marina, je dis l'éducation nouvelle, il y a tel principe. Ah oui, tiens, à 2, 3 Sciences, c'est pareil. Voilà, dont d'ailleurs l'utilisation de cette conclusion locale provisoire. Là, j'ai fait le travail inverse pour vous parler du rapprochement entre l'éducation nouvelle et 1, 2, 3 Sciences. Je suis partie d'1, 2, 3 Sciences, de notre invitation, et j'ai mis en regard des principes de l'éducation nouvelle. Mais n'ayez pas peur, je vais vous les relire. C'est pas très long, les petits rectangles qui annoncent les principes de 1, 2, 3 Sciences. Le premier, c'est à 1, 2, 3 Sciences, on privilégie la démarche du groupe qui s'approprie une notion. Alors là, il y a 2 principes de l'éducation nouvelle qui sont énoncés. D'abord, donner priorité à la démarche, aux méthodes, sur les contenus. Même si on tient le savoir comme très important, dans l'éducation nouvelle, ce qui fait sa nouveauté quand elle apparaît, et son lien aussi avec les méthodes actives ou méthodes d'éducation active, c'est justement ce poids, cette valeur accordée aux méthodes et aux démarches. Démarche de l'enfant, mais aussi démarche de l'adulte envers l'enfant, et démarche de la classe, tout ce qui est démarche ou méthode voulant dire d'ailleurs cheminement et démarche originellement, est privilégié. Ce qui est d'ailleurs reproché beaucoup, soit à la pédagogie tout entière, soit particulièrement à l'éducation nouvelle par ses détracteurs. C'est le fait d'insister sur les démarches et non pas sur les contenus. Alors que jamais on n'a réfuté les contenus, vous l'avez bien entendu avec ma voisine, vous parlant de l'importance de ce qui est dit par les enfants, mais par des enfants auteurs de leurs pensées, lorsqu'on arrive à la conclusion locale. Donc il n'y a pas dans l'éducation nouvelle, on ne récuse pas l'importance du savoir, mais on insiste sur les démarches et les méthodes, en pensant que ce n'est pas par n'importe quelle méthode qu'on arrive à l'esprit scientifique ou à avoir justement de l'appétit pour la science. Donc voilà, en disant démarche, on est en plein à la fois à 1, 2, 3 Sciences et dans l'éducation nouvelle. Alors démarche du groupe, alors ça c'est plus récent d'ailleurs si on fait une petite histoire de la pédagogie de l'éducation nouvelle, mais tout ce qui est recherche sur la dynamique des groupes restreints, tout ce qui vient de la psychosociologie du groupe a été extrêmement important dans l'évolution des idées de l'éducation nouvelle. À tel point que nos amis du groupe français de l'éducation nouvelle ont trouvé un mot qui est un petit peu barbare dans sa composition, socio-construction du savoir. C'est pas très joli, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Autonomie de la pensée qui se construit, mais aussi socio, c'est-à-dire avec le groupe, par le groupe, dans des discussions. Et tout ce qui vient d'être dit est merveilleux parce qu'il illustre parfaitement ces dialogues entre enfants et l'adulte qui est l'éducateur et le guide, et qui montre que c'est dans ces dialogues, je ne dis pas conversation extrême, mais quelque chose de plus approfondi, de toujours repris, toujours recherché, qu'on peut arriver à une connaissance et qu'on peut arriver à apprendre. Donc déjà, vous avez là 2 principes ou valeurs de l'éducation nouvelle dans ce même alinéa de 1, 2, 3 Sciences. Alors, je passe à l'autre petit rectangle. 1, 2, 3 Sciences, nous réalisons des expériences. Alors là, on pourra écrire
un livre sur le parallèle à faire avec l'éducation nouvelle. Je ne prendrai qu'un exemple. Il ne se dit pas d'éducation nouvelle, mais il l'est fondamentalement. C'est Freinet qui parle du tâtonnement expérimental. Et dans toutes les revues, comme Vers l'éducation nouvelle, des CMA, etc., on parle sans arrêt d'expérience. Le savoir ne peut venir que si on a expérimenté. Et avec ses mains, enfin je reviendrai sur l'importance de la perception, mais en tout cas, si on a l'expérience des choses, alors on peut les connaître, on peut les expliquer, on peut les comprendre. Je ne m'attarde pas parce que c'est presque banal, tellement c'est évident, quand on ouvre les ouvrages, soit des grands pédagogues à l'origine, comme Claparède, et même comme Rousseau dans les 1000, mais si on va vers nous, le tâtonnement expérimental avec l'expérience aussi par essai et erreur est très présente chez des gens comme Freinet. Je passe au troisième petit rectangle. 1, 2, 3 sciences. Nous ne nous méfions pas de nos sens. Au contraire, ils sont les piliers de notre réflexion. Alors la même chose que pour l'expérience. La grande nouveauté au fond de l'éducation nouvelle, je trouve ça déjà dit chez Maria Montessori quand même, c'est une des premières, c'est la perception, c'est, dirait Piaget, auquel se sont beaucoup référés les tenants de l'éducation nouvelle, l'intelligence sensorimotrice qui est première. Et si on ne développe pas cette intelligence sensorimotrice chez les jeunes enfants, alors on peut s'attendre à ce que le développement de l'intelligence soit perturbé. Ça va jusque-là, hein, dans ce que dit Piaget. Et lui aussi, alors, fait la démonstration que si les enfants ne font pas d'expérience avec leurs mains, leurs yeux, enfin leurs 5 sens, leur odorat, alors il y a plus de difficultés à passer à l'abstraction. Autrement dit, c'est d'abord, ou bien on peut prendre Vallon qui dit des choses similaires, même s'il n'a pas la même méthode, pour y arriver, de l'acte à la pensée, ça dit bien tout ce que ça veut dire. De l'activité et de l'action permet de réfléchir et d'aller vers la pensée conceptuelle. Penser conceptuellement, c'est abstraire, mais abstraire à partir de gestes, d'actions. Alors c'est très différent de ce qu'était la pédagogie traditionnelle. Vous voyez, c'est pas seulement en regardant, en observant et en se mettant les mains derrière le dos qu'on peut acquérir une pensée scientifique, mais bel et bien en agissant avec les mains et avec les 5 sens. On trouve ça aussi chez un autre philosophe, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, tellement sa pensée, qui n'est pas du tout celle d'un pédagogue, se rapproche de la pensée pédagogique de l'éducation nouvelle, c'est Merleau-Ponty. Dans ce qu'il écrit dans la phénoménologie de la perception, il y a une sorte d'hymne, je dirais permanent, en montrant que les êtres humains sont œil et esprit, dit-il, pour les peintres et pour expliquer par exemple la peinture. Donc là je sors de l'esprit scientifique, mais c'est pour montrer l'importance aussi de cette relation entre le sensorimoteur, les sens, la perception et l'intelligence, tout simplement, et la pensée. Ensuite, 1, 2, 3 sciences, au cours d'un débat scientifique, le groupe construit la conclusion locale provisoire. Alors là, le maître mot pour l'éducation nouvelle, c'est débat. Pas de démocratie sans apprendre le débat. Je vous renvoie à tout le mouvement de la coopération à l'école, de la coopération entre enfants, où le débat est primordial. Ou bien aussi, en français, à la didactique même du français rénové, où, au fond, l'oral, la facilité à s'exprimer, à dialoguer, vient en fait du débat en groupe. Et vous avez des expériences, notamment dans les classes Freinet, qui ne portent pas nécessairement sur un savoir scientifique, mais qui peuvent aussi, qui s'appelle À quoi bon ? On appelait ça avant l'entretien du matin, enfin cet entretien entre des enfants a pris beaucoup de noms, peu importe, c'est toujours le maître mot, c'est débat. Débat entre enfants et adultes, de façon à être d'un côté sur le plan d'une philosophie politique, à être du côté de l'apprentissage de la démocratie, mais aussi, dans un autre sens, apprendre la pensée dialogique, la pensée avec l'autre et de l'autre, ce qui est
au moins aussi important pour l'éducation scientifique que la pensée critique. D'ailleurs, les deux interfèrent pour s'apprendre mutuellement. Un autre petit carré, petit rectangle, 1, 2, 3 sciences. Chacun peut apprendre à pratiquer les sciences dans sa vie de tous les jours, avec les mains et sans les maths. Alors, dans la vie de tous les jours, le milieu quotidien, on trouve ça au niveau de la psychologie de l'enfant, de la psychologie génétique chez Vallon, c'est repris intégralement l'importance de la vie quotidienne et du milieu quotidien dans les principes qui guident notre action. C'est comme ça qu'appellent les militants des CMEA, les centres d'entraînement méthode d'éducation active, les principes, si vous voulez, de l'éducation nouvelle. Et dans ces principes, il y a l'importance du milieu et en particulier de la vie quotidienne. Vie quotidienne entre enfants, les gestes quotidiens. Tout est aussi une autre phrase proposée par Gisèle de Failly, qui était la fondatrice des CMEA. Tout est occasion d'éducation, dans n'importe quelle situation. Prendre son repas avec les autres, se laver, donc faire des expériences, voir, etc. Tout est occasion d'apprentissage et d'éducation. Donc le milieu, et en particulier le milieu quotidien, a une place prépondérante. Rappelez-vous les grandes discussions entre eux. C'est un petit peu passé de mode parce qu'on a réussi à montrer qu'on ne pouvait pas trancher entre les partisans de l'hérédité et les partisans, au contraire, du milieu influent sur l'enfant. Tout ça vient, au fond, des grandes discussions qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, et notamment entre Vallon, par exemple, et Piaget, et entre Vallon aussi et ses épigones, pour lesquels le milieu quotidien et le milieu social et le milieu, on dirait aujourd'hui l'environnement, naturel et culturel, compte pour beaucoup, disons, pour presque tout, pour Vallon dans cette perspective, pour l'éducation de l'enfant. Et enfin, 1, 2, 3 sciences, la science est un jeu passionnant et motivant. Alors on retrouve avec le jeu toute l'importance accordée à tout ce qui est ludique dans les apprentissages. Et ça, on le trouve nettement dans l'éducation nouvelle, ne pas se méfier du jeu, dire au contraire, c'est une des fondatrices de l'école maternelle française qui disait que le jeu est le métier de l'enfant. Voilà, donc le jeu très important, et accorder de l'importance et considérer le jeu aussi comme un terrain, oui, on peut prendre cette image, un terrain d'apprentissage, vraiment. C'est là que les enfants spontanément apprennent, confrontent leurs idées et progressent petit à petit. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas sérieux. Justement, le jeu est pour les jeunes enfants en particulier quelque chose de sérieux et qui doit être pris en compte. Et alors, le motivant, renvoie à l'intérêt, qui est une grande notion d'éducation nouvelle. Si on peut éduquer les enfants, c'est qu'ils sont motivés, c'est qu'ils ont un intérêt intrinsèque à ce qu'ils font, ce qui est très différent des bons points à donner ou de motivation extérieure. C'est en rendant les choses elles-mêmes et les actions intéressantes que les enfants sont motivés et vont apprendre parce qu'ils s'intéressent bien aux expériences qui nous ont été présentées, qui trouvent ça bizarre et puis s'étonnent. Autre perspective de l'éducation nouvelle, la pédagogie de l'étonnement, Louis le Grand, etc. Donc l'étonnement, l'intérêt, la motivation intrinsèque, je dirais, à l'enfant, c'est un des ressorts des apprentissages et de l'éducation dans une perspective d'éducation nouvelle. Contrairement, alors je dirais même à la pédagogie traditionnelle, où on dit sans arrêt aux enfants, tu verras bien plus tard. À quoi ça sert? Tu verras bien plus tard. Travaille maintenant, tais-toi, et plus tard, comme ça, tu auras un métier. C'est des phrases qu'on entend encore, hélas, beaucoup. Ce qui est l'inverse, vraiment, de l'éducation nouvelle, où chaque geste, chaque action a un sens, est intéressante, et c'est pour ça qu'on poursuit, et qu'on essaie d'apprendre et de creuser davantage les conclusions provisoires locales. Heureusement, toutes les expériences
que vous avez présentés, enfin tous les essais que vous avez présentés sont merveilleux pour expliquer que c'est intéressant justement parce qu'on creuse, on va de l'avant, mais c'est la neige qui est intéressante en elle-même et le fait qu'elle fonde, c'est pas le bon point qu'on aurait si on a fait une bonne conclusion véritable, ou si on a appris par cœur le résumé que l'on a fait sur la fonte de la neige. Voilà, on a là vraiment les deux images, on peut dire, de l'éducation nouvelle ou d'une éducation qui ne l'est pas. J'aime pas beaucoup critiquer l'éducation traditionnelle parce que finalement on n'avance pas beaucoup comme ça, mais je tiens à le faire quand même un peu sur cet exemple de la motivation parce qu'il est criant. Dans un cas, on a une motivation intrinsèque à l'enfant et intrinsèque aussi à sa relation avec les objets. Dans l'autre cas, c'est une motivation purement externe et qui est difficile à comprendre pour les enfants, surtout quand ils sont jeunes. Voilà, vous voyez, j'ai exploré les 6 jolies cases, principes de 1, 2, 3 sciences. Et moi, je me réjouis beaucoup que 1, 2, 3 sciences existent. Je dirais simplement ça. Et pour moi, c'est un exemple merveilleux de la possibilité d'être dans l'orientation de l'éducation nouvelle, qu'elle soit pour les adultes. J'aurais pu ajouter aussi ça, mais ce n'était pas dans nos PV. C'est aussi vrai pour les adultes et pour la formation des adultes que pour l'éducation des enfants. Le fameux slogan qu'on entend partout, tout au long de la vie, éduquer tout au long de la vie, c'est dès le départ, que disent cela les pédagogues de l'éducation nouvelle, au CMEA en particulier. Au fond, l'originalité première des CMEA, c'était de faire avec les stagiaires qui se préparaient à être, on disait à l'époque, moniteurs de colonies de vacances, disons animateurs de centres de vacances maintenant, c'était de leur faire des jeux et aussi ceux qui encadraient ces stages, de jouer avec les stagiaires, et les stagiaires, par exemple pour les jeux, apprennent en jouant et pas en prenant des fiches et en les appliquant seulement aux enfants. C'était la même chose pour faire des montgolfières. Mais ça m'a rappelé de vieux souvenirs de fabrication de montgolfières avec les stagiaires, à charge pour eux de revivre cette expérience, alors de faire des montgolfières avec les enfants. Mais pour toutes les activités comme ça, d'où le terme d'éducation active et de méthode d'éducation active. Donc je me réjouis beaucoup que dans cette famille qui est très grande, de mouvements pédagogiques et des mouvements d'éducation nouvelle, il y ait ce petit bijou qui est 1, 2, 3 sciences et qui est merveilleux et qui redéfinit bien l'éducation scientifique.